En 1837, dans les registres incomplets du comptoir d'esclaves de Richmond, en Virginie, apparaît une notation manuscrite qui n'aurait jamais dû survivre. Entre deux lignes de transactions commerciales ordinaires, quelqu'un avait griffonné ces mots en marge. La femme à la chaîne. 800 kilomètres. Les enfants ont tout vu. Puis, d'une encre différente, plus récente, une seule phrase ajoutée par une main tremblante. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait. Cette histoire n'apparaît dans aucun manuel. Elle fut consciemment effacée, page par page, témoignage par témoignage. Mais avant de découvrir ce qui s'est réellement passé sur cette route de 800 kilomètres, abonne-toi à cette chaîne et dans les commentaires, dis-moi de quelle ville tu nous écoutes. Parce que l'histoire que tu vas entendre est si perturbante qu'elle ne fut jamais enseignée, pas même en Amérique. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce sont des faits reconstitués à partir de lettres privées, de registres de plantation, de témoignages recueillis 60 ans après les événements, et d'un journal intime découvert dans les années 1920, dissimulé dans le double fond d'une malle familiale. Un journal qui ne devait jamais être lu. L'année 1837 marqua un tournant dans l'économie esclavagiste du Sud américain. Le coton régnait en maître absolu et avec lui, un commerce d'êtres humains d'une ampleur jamais vue. Entre la Virginie, le Maryland et les États du Sud profond, la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, s'était développée une industrie que les propriétaires eux-mêmes nommaient pudiquement le commerce intérieur. Un euphémisme pour désigner la déportation massive d'hommes, de femmes et d'enfants vendus comme du bétail. Les routes qui traversaient la Virginie, le nord de la Caroline du Nord, puis descendaient vers le sud, étaient sillonnées par ce qu'on appelait les coffles. Des convois d'esclaves enchaînés, marchant parfois pendant des semaines, vendus et revendus au gré des enchères organisées dans les grandes villes du Sud. Richmond était le cœur battant de ce négoce. Alexandria, Fredericksburg, Petersburg. Autant de noms qui résonnaient comme des sentences pour ceux qui y étaient conduits. La plantation Riverside, située à une trentaine de kilomètres au sud de Richmond, dans le comté de Chesterfield, appartenait depuis 3 générations à la famille Caldwell. Une propriété de taille moyenne selon les standards de l'époque. 250 hectares de terres cultivables, dont la moitié consacrée au tabac et l'autre au maïs. 68 esclaves y travaillaient en 1836. En 1837, il n'était plus que 32. Ce qui s'était passé entre ces deux dates constitue l'un des chapitres les plus sombres d'une époque déjà marquée par l'horreur institutionnalisée. James Caldwell, le maître de Riverside, n'était pas considéré comme un homme cruel, selon les critères de son temps. Une nuance importante. Il ne fouettait pas personnellement ses esclaves, il employait pour cela un contremaître, et il veillait à ce que les rations alimentaires soient suffisantes pour maintenir sa propriété en état de travailler. Dans les lettres qu'il adressait à son frère établi à Charleston, il se décrivait comme un propriétaire éclairé, conscient de ses responsabilités chrétiennes. Mais en 1836, une série de mauvaises récoltes, combinée à des dettes de jeu considérables contractées lors de séjours prolongés à Richmond, avait gravement compromis sa situation financière. Les créanciers se faisaient pressants. Et dans le sud d'avant-guerre, un homme de la classe de Caldwell ne pouvait se permettre de perdre la face. La solution s'imposa d'elle-même. Vendre une partie de ses esclaves. Pas tous d'un coup, ce qui aurait été trop visible, mais par vagues successives. Le marché était favorable. Les planteurs de coton de Géorgie et d'Alabama payaient des prix élevés pour de la main-d'œuvre jeune et robuste. Hannah apparaît pour la première fois dans les archives de Riverside en 1823. Elle avait alors environ 14 ans, achetée lors d'une vente aux enchères à Pétersbourg. Son nom complet dans le registre, Hannah mulâtresse, bonne constitution, aptitude au travail domestique. Rien de plus. Pas de nom de famille, pas d'origine. Juste un âge approximatif et une description physique sommaire. Pendant 14 ans, Hannah vécut et travailla à Riverside. Elle fut d'abord affectée aux cuisines,
Puis, en raison de son comportement docile et de son intelligence remarquable, selon les mots du journal de plantation, elle devint la servante personnelle de Madame Caldwell, une position qui, dans l'économie cruelle de l'esclavage, constituait un relatif privilège. Elle dormait dans une petite dépendance près de la grande maison, plutôt que dans les quartiers des esclaves. Elle portait des vêtements légèrement moins usés. Elle mangeait parfois les restes de la table des maîtres. Mais surtout, Anna eut 3 enfants. 3 enfants dont les pères ne sont jamais mentionnés dans aucun document, selon une omission qui n'avait rien d'accidentel. Samuel, né en 1828. Rebecca, née en 1830. Et le petit Thomas, né en 1833. 3 enfants au teint clair, aux traits qui, selon plusieurs témoignages tardifs, portaient une ressemblance troublante avec certains membres de la famille Caldwell. Dans son testament rédigé en 1835, James Caldwell avait pris une disposition inhabituelle concernant Anna et ses enfants. Ils devaient rester ensemble, dans la mesure du possible, et ne jamais être vendus, sauf en cas de nécessité absolue. Une clause qui révélait à la fois une certaine conscience et une hypocrisie monumentale. Cette clause fut violée en janvier 1837. Le 23 janvier 1837, un lundi glacial où le givre couvrait encore les champs à midi, un homme arriva à Riverside. Il s'appelait Silas Pemberton, et il était marchand d'esclaves. Pas un petit courtier local, mais l'un des plus importants négociants de la région, celui qui organisait les coffles vers le sud profond. Pemberton était un homme méthodique. Il examina les esclaves de Riverside avec la minutie d'un maquignon inspectant du bétail. Il vérifiait les dents, la musculature, la docilité. Il posait des questions sur l'historique de travail, les maladies, les tentatives de fuite. Il prenait des notes dans un carnet de cuir noir qu'il ne quittait jamais. La transaction dura 3 jours. À la fin, 36 esclaves avaient été sélectionnés. Parmi eux, Samuel, 9 ans, et Rebecca, 7 ans, les enfants d'Anna. Ce qui se passa ensuite fut consigné par plusieurs témoins, dont certains éprouvèrent suffisamment de malaise pour en laisser trace écrite des décennies plus tard. Lorsqu'Anna comprit que ses enfants allaient être vendus, elle tomba aux genoux de James Caldwell. Elle supplia, elle pleura, elle invoqua les 14 années de service loyal. Elle rappela les promesses faites. Les témoignages divergent sur les mots exacts prononcés, mais tous s'accordent sur un point. Elle offrit de prendre leur place. Elle irait dans le sud. Elle travaillerait jusqu'à la mort. Mais qu'on laisse ses enfants à Riverside. Caldwell refusa. Ou plutôt, il expliqua, avec ce qui ressemblait à de la gêne selon certains récits, que c'était impossible. Les enfants avaient été spécifiquement choisis par Pemberton. Le contrat était signé. L'argent avait changé de main. Ce qu'il ne dit pas, ce qui n'émergea que bien plus tard, c'est que Pemberton avait payé un prix particulièrement élevé pour Samuel et Rebecca. Leur teint clair, leur apparence presque blanche, selon les critères de l'époque, en faisaient une marchandise de choix. Ils seraient probablement vendus comme domestiques dans de riches maisons de la Nouvelle-Orléans ou de Mobile. Des positions qui, aux yeux des marchands d'esclaves, justifiaient un investissement conséquent. Anna ne se releva pas. Elle resta à genoux dans la boue froide de janvier, devant la véranda de la grande maison, jusqu'à ce que le contremaître la force à regagner les quartiers. Ce soir-là, selon le témoignage d'une esclave nommée Esther, recueillie en 1898, Anna ne prononça pas un seul mot. Elle s'assit simplement par terre, son plus jeune fils Thomas dans les bras, et regarda fixement le mur de sa cabane. Esther affirma qu'elle ne l'avait jamais vue pleurer. Pas une larme. Juste ce regard vide, comme si quelque chose en elle s'était brisé si profondément que même les larmes ne pouvaient plus trouver le chemin. Le 26 janvier, à l'aube, les 36 esclaves furent rassemblés dans la cour principale de Riverside. C'est là que commença ce qui devait devenir l'une des marches les plus atroces documentées de toute l'histoire de la traite intérieure américaine. Pemberton utilisait une méthode spécifique pour ses coffles, une méthode qu'il avait perfectionnée au fil des années. Les hommes étaient enchaînés par paires,
poignet droit attaché au poignet gauche de leurs voisins, formant une longue ligne. Les femmes sans enfants recevaient le même traitement. Mais les femmes avec enfants, elles, étaient traitées différemment. Une chaîne de fer était passée autour de leur cou. Pas serrée au point d'étrangler, mais suffisamment pour qu'elles ne puissent l'enlever. Cette chaîne était ensuite fixée à la chaîne principale, reliant les autres esclaves. L'idée était simple et cruelle. Une femme avec un collier de fer autour du cou ne pouvait pas courir vite. Elle ne pouvait pas s'enfuir facilement. Et surtout, avec ses enfants à ses côtés, elle ne tenterait rien qui puisse les mettre en danger. Anna a reçu sa chaîne ce matin-là. Le forgeron local, un homme nommé Garrett, qui laissa plus tard un témoignage accablant, dut façonner le collier directement sur elle. Il expliqua, des années après, qu'il avait essayé de le faire le moins serré possible, mais que Pemberton l'avait forcé à resserrer. Assez pour qu'elle se souvienne qu'elle est propriété, avait dit le marchand. Samuel et Rebecca furent placés dans la file, enchaînés avec les autres enfants. Thomas, trop jeune pour marcher de longues distances, devait être porté par Anna. Mais ce n'est pas cette cruauté-là qui rendit la marche de Anna si particulièrement atroce. Ce qui suivit fut pire, tellement pire que même les témoins eurent du mal à le décrire des décennies plus tard. Juste avant le départ, Anna s'approcha de Pemberton. Elle avait le petit Thomas dans les bras. Elle demanda d'une voix que plusieurs témoins décrivirent comme parfaitement calme, presque détachée, si elle pouvait acheter sa liberté et celle de ses enfants. Elle avait, expliqua-t-elle, économisé un peu d'argent au fil des années. De petits pourboires donnés par Madame Caldwell, de menus travaux effectués le dimanche pour des voisins. Elle avait caché 37 $ et 20 cents. Pemberton éclata de rire. 37 $. Pour 4 esclaves qui lui avaient coûté ensemble plus de 2000 $. Mais alors, et c'est ici que les témoignages deviennent troublants, Anna fit une autre proposition. Elle dit, selon les mots rapportés par Garrett le forgeron qui se tenait suffisamment près pour entendre, « Alors prenez-moi à la place. Vendez-moi seul. Laissez mes enfants ici avec l'argent que j'ai. 37 $ pour 3 enfants. Monsieur Caldwell peut les garder. Ils travailleront. Ils ne coûteront rien. » Le silence qui suivit fut, paraît-il, absolu. Même les autres esclaves enchaînés se turent. Pemberton regarda Anna pendant un long moment. Puis il regarda James Caldwell qui se tenait sur la véranda, observant la scène. Une conversation muette sembla passer entre les deux hommes. Finalement, Pemberton secoua la tête. « Trop compliqué, dit-il simplement. Le contrat est fait. On part dans 10 minutes. » Ce qui se passa ensuite ne fut consigné que dans un seul document. Une lettre écrite en 1863 par un certain révérend Marcus Hale qui avait été témoin de la scène alors qu'il était jeune homme. Il décrivait Anna ramassant lentement Thomas, ajustant le poids de l'enfant contre sa hanche. Puis, toujours avec ce calme terrible, elle dit une phrase que Hale nota mot pour mot. « Alors mes enfants verront. Ils verront ce que vous faites. Et ils se souviendront. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration. Une prophétie, une promesse. » La coffle se mit en marche à 9 heures du matin, le 26 janvier 1837. 36 esclaves enchaînés, dont une femme avec un collier de fer autour du cou et un enfant de 4 ans dans les bras. Direction, les marchés aux esclaves de Géorgie et d'Alabama. Distance à parcourir, approximativement 800 kilomètres. Personne à Riverside ne pensait revoir Anna vivante. Les coffles étaient une vision courante sur les routes du Sud dans les années 1830, si courante que les voyageurs blancs cessaient rapidement d'y prêter attention. Dans les lettres et journaux intimes de l'époque, elles sont mentionnées avec la même indifférence qu'on noterait le passage d'un troupeau de bétail. Croiser une coffle de nègres près de Petersburg. Retarder 2 heures à l'auberge. Un marchand y faisait halte avec sa cargaison humaine. Mais la coffle de Pemberton, celle de janvier 1837, laissa une trace différente. Des aubergistes se souvinrent d'elle. Des fermiers en parlèrent à leurs voisins. Des enfants blancs qui l'avaient aperçue sur la route en firent des cauchemars des années durant. La raison ?
Hannah et sa chaîne. Les premières traces documentées de la marche proviennent d'un registre d'auberge à Lawrenceville, en Virginie, à environ 80 km au sud de Richmond. Le propriétaire, un nommé Cornelius Vance, nota dans son livre de compte, à la date du 28 janvier, marchand Pemberton, coffle de 36 têtes, payé pour utilisation de la grange et ration. Remarque, femme au collier, enfant sur le dos. Inquiétant. Ce simple mot, inquiétant, apparaît de manière récurrente dans les témoignages qui subsistent. Quelque chose dans la vision d'Hannah, marchant avec 8 kilos de fer autour du cou, portant un enfant, tandis que ses deux autres enfants étaient enchaînés quelques mètres devant elle, provoquait un malaise, même chez des gens habitués à l'esclavage. Le rythme d'une coffle était brutal. Pemberton était connu pour faire marcher ses marchandises 30 à 40 km par jour, avec des haltes minimales. Partir avant l'aube, marcher jusqu'au crépuscule, s'arrêter dans des granges, des enclos, parfois en plein air si le temps le permettait. Les esclaves dormaient enchaînés, ils mangeaient enchaînés. Ils faisaient leurs besoins sous la surveillance constante des gardes armés qui accompagnaient toujours les coffles. Pour une femme portant un enfant avec un collier de fer au cou, ces 40 kilomètres quotidiens représentaient un supplice que l'imagination moderne peine à concevoir. Le poids du collier lui-même, estimé entre 7 et 9 kilos selon les descriptions, créait une pression constante sur les muscles du cou et des épaules. Marcher pendant des heures avec ce poids décentrait l'équilibre du corps. Le métal frottait contre la peau, créant d'abord des irritations, puis des plaies qui s'infectaient rapidement dans les conditions d'hygiène déplorables des coffles. Mais porter Thomas en plus du collier multipliait exponentiellement la torture. Un enfant de 4 ans pèse approximativement 15 à 18 kilos. Hannah devait porter ce poids pendant 8 à 10 heures par jour, tout en maintenant un rythme de marche qui, s'il ralentissait, entraînait des coups de fouet. Les témoignages les plus détaillés proviennent d'un journal tenu par un jeune médecin itinérant, le docteur William Thornton, sans lien avec la famille de planteurs du même nom, qui croisa la coffle de Pemberton à 3 reprises durant sa route vers le sud. Thornton voyageait pour traiter une épidémie de fièvre jaune en Caroline du Nord, et ses notes, découvertes dans les archives de la Société médicale de Virginie en 1952, constituent le témoignage le plus complet sur ce qui se passa durant ces premières semaines. Première rencontre, le 1er février, près de la frontière avec la Caroline du Nord. Thornton écrit « J'ai vu aujourd'hui quelque chose qui hantera ma conscience jusqu'à mon dernier souffle. Une coffle d'esclaves conduite par le marchand Pemberton s'était arrêtée près de la taverne où je logeais. Parmi eux, une femme mulâtre portant un collier de fer et un jeune enfant. J'ai offert mes services médicaux, pensant qu'un homme dans la position de Pemberton veillerait à protéger son investissement. Il a refusé, disant que la femme était solide et qu'un peu de souffrance rendait les esclaves plus dociles. J'ai insisté pour au moins examiner l'enfant qui semblait fiévreux. Pemberton a finalement accepté contre paiement. L'enfant, nommé Thomas, souffrait d'une infection respiratoire légère, probablement causée par l'exposition au froid nocturne. Mais ce qui m'a véritablement choqué fut l'état de sa mère. Le collier avait créé des lésions profondes au niveau du cou. Les épaules étaient enflées, visiblement douloureuses. Quand j'ai suggéré de retirer au moins temporairement le collier pour permettre une guérison, Pemberton a ri. « Elle peut marcher, donc elle marche », a-t-il dit. J'ai demandé à la femme, Hannah, si elle pouvait parler. Elle m'a regardé avec des yeux d'une clarté troublante et a dit simplement « Je marcherai aussi loin qu'il faudra, mes enfants me regardent ». Puis elle a repris sa place dans la file. Thornton ajoute, dans une note marginale écrite d'une encre différente, probablement des années plus tard, « J'aurais dû faire plus. Dieu me pardonne, j'aurais dû faire plus. » La deuxième rencontre eut lieu le 9 février, à environ 150 km plus au sud. Cette fois, Thornton fut frappé par un changement chez Hannah. Il écrit « La femme au collier marche désormais différemment. Elle ne regarde plus le sol. Elle fixe constamment le dos de ses 2 enfants enchaînés devant elle. Ses lèvres bougent continuellement.
comme si elle leur parlait, bien qu'aucun son ne soit audible à distance. J'ai appris par l'un des gardes qu'elle fait cela depuis le départ. Elle parle à ses enfants. Elle leur raconte des histoires. Elle leur chante parfois très doucement. Le garde trouvait cela dérangeant. Il a demandé à Pemberton de la faire taire. Pemberton a refusé. Tant qu'elle marche, elle peut bien chanter si ça lui plaît, a-t-il dit. Ce détail, Anna parlant constamment à Samuel et Rebecca, apparaît dans plusieurs autres témoignages. Une femme qui tenait une auberge à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud mentionna, dans une lettre à sa sœur datée de mars 1837, avoir entendu la négresse au collier raconter une histoire à ses enfants dans la grange où le marchand les avait enfermés pour la nuit. L'histoire, d'après ce que la femme put en comprendre, parlait d'une mère qui marchait si loin qu'elle atteignit l'endroit où le ciel touche la terre, et là, personne ne pouvait plus les séparer. Les enfants, Samuel et Rebecca, écoutaient, toujours. Même épuisés, même affamés, même malades, ils écoutaient la voix de leur mère. Et selon plusieurs témoignages concordants, ils ne pleuraient jamais. Pas une fois durant tout le voyage. Comme si Anna leur avait transmis une force qui dépassait l'entendement ordinaire. Le 17 février, la Coffle atteignit Columbia, en Caroline du Sud. C'était la première grande ville sur la route et Pemberton y avait prévu une halte de 2 jours. Pas par humanité, mais parce qu'il avait des transactions à effectuer. 3 des esclaves de la Coffle devaient être vendus là, et il voulait profiter du marché local pour éventuellement acquérir d'autres marchandises à bon prix. C'est à Columbia qu'eut lieu un incident qui marqua profondément les esprits locaux, et qui fut rapporté dans le journal The Southern Times du 20 février 1837, bien que dans une version édulcorée qui omettait les détails les plus troublants. Les esclaves de la Coffle furent temporairement détenus dans un enclos près du marché, une sorte de cage humaine où les acheteurs potentiels pouvaient venir les examiner. Anna, avec son collier et Thomas toujours dans ses bras, attira immédiatement l'attention. Non pas l'intérêt commercial. Une femme visiblement épuisée avec un collier de fer n'était pas une acquisition attractive, mais une sorte de fascination morbide. Un planteur local, Harrison Blackwell, et oui, il portait ce nom maudit, s'approcha de l'enclos. Il était accompagné de sa fille, une jeune femme d'environ 18 ans prénommée Catherine. Selon le témoignage de Catherine elle-même, recueilli en 1886, lorsqu'elle était devenue une abolitionniste convaincue et vivait dans le Massachusetts, la conversation suivante eut lieu. Harrison demanda à Pemberton pourquoi cette femme portait un collier. Pemberton expliqua son système. Harrison hocha la tête, approuvant la méthode comme ingénieuse pour prévenir les fuites. Puis Catherine, qui jusqu'alors était restée silencieuse, posa une question directement à Anna. « Comment peux-tu supporter cela? Marcher ainsi, jour après jour ?» Anna la regarda, et selon Catherine, ce qui suivit la hanta jusqu'à sa mort. Anna répondit d'une voix parfaitement claire et posée. « Je supporte parce que mes enfants me regardent, et quand ils seront grands, ils se souviendront qu'il y a des choses pires que la douleur. Il y a l'oubli, et je ne permettrai jamais qu'ils m'oublient, ni ce que nous avons enduré. » Catherine écrivit plus tard. Dans ces mots, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la détermination. Une détermination si absolue qu'elle transcendait la condition même d'esclave. À ce moment, j'ai compris que nous, les Blancs du Sud, avions créé quelque chose de terrible. Pas seulement l'institution de l'esclavage, mais les âmes qu'elle forgeait dans une rage froide et patiente. Le journal The Southern Times mentionna simplement une négresse remarquable pour son endurance sans élaborer davantage. Mais dans les salons de Columbia, l'histoire de la femme au collier se répandit rapidement. Certains la trouvaient édifiante, preuve de la résistance extraordinaire des esclaves. D'autres la trouvaient troublante, signe d'une volonté qui ne devrait pas exister chez une esclave. Pemberton quitta Columbia le 19 février avec 33 esclaves, ayant vendu les 3 prévus et n'ayant rien acheté. La route reprit. Direction Augusta, en Géorgie.
La troisième et dernière rencontre du docteur Thornton avec la Kofle eut lieu le 25 février, près de la frontière géorgienne. Ces notes de ce jour sont particulièrement détaillées et révèlent un changement profond chez Anna. J'ai retrouvé la Kofle de Pemberton ce matin, arrêtée au bord de la route pour une pause. J'ai immédiatement cherché des yeux la femme au collier. Elle était là, assise légèrement à l'écart, Thomas endormi contre elle. Mais quelque chose avait radicalement changé. Les plaies sur son cou s'étaient considérablement aggravées. Le métal avait creusé des sillons profonds dans la chair. Des infections étaient visibles, marquées par un gonflement et une coloration inquiétante. Ses épaules étaient déformées par le poids constant qu'elle portait. Elle avait perdu un poids considérable. Je l'estimais à près de 15 livres, ce qui, sur une femme déjà mince, créait une apparence squelettique. Mais ce n'était pas son état physique qui me troublait le plus. C'était son regard. Durant nos précédentes rencontres, ses yeux, bien que marqués par la fatigue, conservaient une certaine vivacité. Cette fois, ils avaient acquis une qualité différente. Ils étaient devenus, comment décrire cela, absolus, comme si elle avait transcendé la douleur pour atteindre un état mental que je ne peux qualifier autrement que d'extatique. J'ai tenté de m'approcher pour lui proposer des soins. Elle m'a regardé et a dit « Soignez les enfants, pas moi. Je n'ai pas besoin d'être soigné. Je vais marcher. » J'ai insisté « Madame, vous êtes gravement blessée. Ces infections pourraient... » Elle m'a coupé. « Je vais marcher jusqu'à ce qu'ils comprennent. » « Qu'ils comprennent quoi ? Ai-je demandé, ce qu'une mère est capable de faire. J'ai examiné Samuel et Rebecca à sa demande. Les deux enfants étaient épuisés, sous-nourris, mais en meilleur état que leur mère. Cela m'a semblé impossible jusqu'à ce que je réalise ce qui se passait. Anna leur donnait une partie de ses maigres rations. Elle les protégeait la nuit avec son propre corps contre le froid. Elle absorbait une partie de leur souffrance en prenant sur elle tout ce qu'elle pouvait. Quand je lui ai fait cette remarque, elle a simplement hoché la tête. Puis elle a dit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. « Docteur, vous croyez que je souffre, vous vous trompez. La souffrance, c'est ce qu'ils veulent me voir ressentir. Mais moi, je ne souffre pas. Je témoigne. Chaque pas que je fais avec cette chaîne, c'est un témoignage. Mes enfants voient. Et quand ils seront libres, pas si, mais quand, ils raconteront. Ils diront ce que j'ai fait. Et alors, ceux qui ont fait cela, leurs noms seront maudits pour toujours. » Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que ses enfants seraient un jour libres. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Vous pensez que cela va durer éternellement, n'est-ce pas? Vous, les Blancs du Sud. Vous croyez avoir construit quelque chose de permanent. Mais rien de construit sur la souffrance ne dure. Cela s'effondrera. Peut-être pas de mon vivant. Peut-être pas du vivant de mes enfants. Mais cela s'effondrera. Et alors, les histoires comme la mienne seront racontées, et vos descendants auront honte. » Je n'avais pas de réponse. Pemberton m'a ordonné de m'éloigner. Alors que je partais, j'ai entendu Anna recommencer à parler à ses enfants. Elle leur racontait une histoire sur une femme qui marchait si loin qu'elle traversait les frontières du monde connu et arrivait dans un endroit où les chênes se transformaient en fleurs. Je n'ai jamais revu Anna, mais cette rencontre changea quelque chose en moi. Si un historien dans le futur se demande quand un homme du Sud commença à douter de l'institution qui définissait sa société, pour moi, ce fut ce jour-là, sur une route poussiéreuse de Géorgie, face à une femme qui refusait d'être brisée. Les notes de Thornton se terminent là. Il n'y a plus aucune mention de la Kofle de Pemberton dans ses écrits ultérieurs. Mais l'histoire de Anna continuait. La Kofle atteignit Augusta le 3 mars. Augusta était un important centre de commerce d'esclaves, et Pemberton avait prévu d'y vendre une grande partie de sa marchandise. Des enchères étaient régulièrement organisées sur la place principale de la ville, devant le tribunal, et les acheteurs venaient de toute la région. C'est là que se produisit un événement qui fit l'objet d'un rapport de police et qui fut brièvement mentionné dans le journal local, le Augusta Chronicle, bien que dans des termes qui masquaient délibérément la gravité de ce qui s'était passé. Le 4 mars, alors que les esclaves de la Kofle de Pemberton étaient exposés pour l'enchère,
Anna fit quelque chose d'extraordinaire. Au moment où l'encanteur commença à présenter Samuel et Rebecca, elle se mit à chanter. Pas fort, pas de manière provocante. Juste une chanson, lente et mélancolique, dans une langue que personne ne reconnut. Certains témoins pensèrent que c'était une langue africaine. D'autres crurent que c'était un dialecte inventé. Le révérend Jacob Daniels, présent ce jour-là et qui mentionna l'incident dans une lettre à un collègue, écrivit qu'il pensait que c'était une langue angélique, ou peut-être démoniaque, impossible à dire. La chanson eut un effet immédiat. Samuel et Rebecca, qui jusqu'alors avaient gardé le silence stoïque que leur mère leur avait enseigné, commencèrent à pleurer. Pas de simples larmes d'enfants effrayés, quelque chose de plus profond. Un chagrin si pur et si absolu qu'il toucha même les acheteurs d'esclaves les plus endurcis. L'enchère s'arrêta. Le silence tomba sur la place. Pendant près d'une minute, la seule chose qu'on entendit fut la voix de Anna et les pleurs de ses enfants. Puis Pemberton, furieux, ordonna à l'un de ses gardes de la faire taire. Le garde s'approcha, fouet en main. Anna ne s'arrêta pas de chanter. Le garde leva le fouet. Et là, selon plusieurs témoignages concordants, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un homme dans la foule, son identité ne fut jamais établie avec certitude, bien que plusieurs sources suggèrent qu'il s'agissait d'un planteur local, nommé Josiah Reed, cria « Ne la frappez pas ». Le garde s'arrêta, surpris. Reed, ou quel que soit son nom, s'avança. Il regarda Anna, il regarda ses enfants, puis il regarda Pemberton. « Je les achète tous les trois », dit-il. La femme et les deux enfants. Pemberton secoua la tête. La femme n'est pas à vendre, elle va à Mobile, déjà promis. Alors annulez la promesse. Combien? Une négociation âpre s'ensuivit. Finalement, un prix fut convenu. $1 200 pour Anna, Samuel et Rebecca réunis. Un prix exorbitant, surtout pour une femme dans l'état de Anna. Mais juste au moment où Pemberton semblait prêt à accepter, un autre homme intervint. Un certain Lawrence Beaumont, marchand d'esclaves de Mobile. Beaumont avait effectivement passé un accord préalable avec Pemberton pour Anna. Un accord spécifique. Anna devait être vendue seule, sans ses enfants, à un acheteur à Mobile qui payait un prix premium pour des mulâtresses dociles. Beaumont refusa de renoncer à son accord. Il menaça de poursuivre Pemberton en justice pour rupture de contrat. Reed insista, augmentant son offre à $1 500. Beaumont ne céda pas. La discussion devint houleuse. Des arguments juridiques furent échangés. La foule qui s'était rassemblée pour les enchères commença à prendre parti. Certains soutenaient Reed, touchés par la scène qu'ils avaient vue. D'autres soutenaient Beaumont, invoquant la sacralité des contrats commerciaux. Pendant tout ce temps, Anna continua de chanter, et ses enfants continuèrent de pleurer. Finalement, le shérif d'Augusta intervint. Pour maintenir l'ordre public, il déclara que l'enchère était suspendue. Pemberton devait retirer ses esclaves de la place publique et régler le différend en privé. Les enchères pour Samuel et Rebecca étaient annulées. Ils resteraient dans la coffle. Anna arrêta de chanter. Elle regarda Reed. Selon le témoignage de Reed lui-même, recueilli en 1865 alors qu'il était mourant, Anna dit simplement « Merci d'avoir essayé ». Puis elle se tourna vers ses enfants et reprit sa litanie silencieuse, leur parlant de sa voix basse et continue. La coffle quitta Augusta le lendemain. Direction, l'Alabama. Beaumont accompagnait désormais Pemberton, s'assurant que son acquisition arriverait bien à Mobile. Ce qui se passa durant les 3 semaines suivantes resta largement non documenté. La coffle traversa la Géorgie rurale, puis entra en Alabama. 40 km par jour, sous la pluie, sous le soleil, dans la boue, sur des routes à peine praticables. Anna marchait, toujours, avec Thomas dans les bras, avec le collier autour du cou, parlant à ses enfants, leur racontant des histoires, leur promettant que tout aurait un sens, un jour. Les seules traces de cette partie du voyage proviennent de rapports d'aubergistes et de fermiers chez qui Pemberton fit halte.
Coffle de Pemberton, 28 têtes, note un registre à Columbus, Géorgie. Le nombre avait diminué. Certains esclaves avaient été vendus en route, d'autres étaient morts. Mais Anna vivait. Contre toute attente, contre toute logique médicale, elle vivait. Un fermier, près de la frontière de l'Alabama, mentionna dans une lettre avoir vu la négresse au collier et avoir été profondément perturbé par son apparence de cadavre ambulant. Il offrit à Pemberton de racheter le collier, suggérant que la femme ne survivrait pas beaucoup plus longtemps avec ce poids. Pemberton refusa. « Elle a tenu jusqu'ici, elle tiendra jusqu'à Mobile, dit-il. » Le 28 mars, la coffle atteignit Montgomery, Alabama. Encore 160 kilomètres jusqu'à Mobile. Encore 4 jours de marche. C'est là, à Montgomery, que le petit Thomas mourut. La mort de Thomas fut enregistrée dans le journal d'un médecin de Montgomery, le docteur Elias Pritchard, qui fut appelé pour examiner l'enfant. Ces notes, datées du 29 mars 1837, sont cliniques mais révélatrices. Appelé ce matin pour examiner un jeune esclave appartenant au marchand Pemberton. L'enfant, approximativement 4 ans, présentait tous les signes d'une pneumonie avancée. Fièvre intense, tout productive avec expectoration sanglante, respiration laborieuse. Quand j'ai demandé depuis combien de temps l'enfant était malade, la mère, une femme mulâtre portant un collier de fer dans des circonstances que je trouve profondément troublantes, a répondu qu'il toussait depuis 3 semaines. 3 semaines. L'enfant était malade depuis 3 semaines et personne n'avait jugé nécessaire de le faire soigner. La mère elle-même était dans un état si précaire que je m'étonne qu'elle puisse encore tenir debout. Le collier qu'elle porte a créé des lésions infectées d'une gravité alarmante. Son épuisement est tel qu'elle s'effondre régulièrement, tout en se relevant immédiatement pour continuer à porter l'enfant. J'ai informé Pemberton que l'enfant ne survivrait probablement pas. Il a haussé les épaules. Il n'était pas prévu pour la vente de toute façon, trop jeune. J'ai demandé à examiner l'enfant en privé. Pemberton a accepté, laissant la mère avec moi dans la grange où la coffle était hébergée pour la nuit. La femme, elle m'a dit s'appeler Anna, s'est assise avec l'enfant, le berçant doucement malgré les chaînes qui entravaient ses mouvements. Je lui ai expliqué que son fils était très malade, qu'il avait besoin de repos, de chaleur, de soins constants. Elle m'a regardé avec des yeux qui avaient perdu toute capacité de larmes. « Il va mourir », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai acquiescé, incapable de mentir face à cette lucidité terrible. « Combien de temps ?» a-t-elle demandé. « Peut-être ce soir, peut-être demain. Pas plus de 2 jours. » Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a posé une question qui me hante encore. « Est-ce que je peux le garder jusqu'à ce qu'il parte ?» Je lui ai assuré que oui, bien sûr, que personne ne lui prendrait son enfant dans ses derniers moments. Mais même en disant cela, je savais que c'était probablement faux. Pemberton voulait reprendre la route le lendemain. Malade ou non, mourant ou non, la coffle devait continuer. Anna a passé toute la nuit à parler à Thomas. Je l'ai entendu depuis l'extérieur de la grange. Elle lui racontait des histoires. Elle lui chantait des chansons. Elle lui décrivait un endroit où il n'y aurait plus de chaînes, plus de douleur, plus de peur. Un endroit où il pourrait courir librement. À l'aube, l'enfant était mort. Anna le tenait toujours contre elle, continuant de lui parler comme s'il pouvait encore l'entendre. Le témoignage de Pritchard continue, décrivant ce qui suivit. Pemberton est entré dans la grange au lever du soleil. Il a vu l'enfant mort et a immédiatement ordonné à Anna de le poser. Elle a refusé. Il a insisté. Elle a serré l'enfant plus fort contre elle, malgré les chaînes. Pemberton a fait un geste à l'un de ses gardes. L'homme s'est approché pour arracher l'enfant des bras de sa mère. Ce qui s'est passé ensuite fut si rapide que j'ai à peine eu le temps de le comprendre. Anna s'est levée. Avec le poids du collier, avec l'épuisement de 700 kilomètres de marche, avec toutes les blessures qui couvraient son corps, elle s'est levée. Et elle a regardé Pemberton avec une intensité que je n'avais jamais vue chez aucun être humain. « Vous ne toucherez pas mon fils », a-t-elle dit. Le garde a hésité.
Pemberton, peut-être pour la première fois depuis que je le connaissais, semblait incertain. « Il est mort », a dit Pemberton, « il ne sert plus à rien. Il est mon fils, il mérite d'être enterré. » Un silence extraordinaire a rempli la grange. Les autres esclaves, enchaînés contre les murs, regardaient. Les gardes regardaient. Tout le monde semblait attendre de voir qui allait céder. Finalement, et je ne peux toujours pas expliquer pourquoi, Pemberton a acquiescé. « Vous avez 1 heure », a-t-il dit. Après, on part avec ou sans lui. Pritchard organisa un enterrement rapide dans un coin du champ derrière l'auberge. Anna porta Thomas jusqu'à la tombe peu profonde que 2 des esclaves avaient creusée. Elle le déposa elle-même dans la terre. Puis, avec le collier toujours autour du cou, elle se mit à genoux et pria. Pritchard nota qu'elle pria en plusieurs langues différentes. Certaines qu'il reconnaissait, anglais, français, d'autres qui lui étaient totalement inconnues, comme si elle convoquait tous les dieux possibles pour protéger l'âme de son enfant. Quand elle eut fini, elle se tourna vers Samuel et Rebecca, qui avaient été autorisés à s'approcher pour dire adieu à leur frère. Elle leur parla longtemps, à voix basse. Pritchard ne put entendre ce qu'elle disait, mais il nota que les 2 enfants hochèrent la tête, comme s'ils comprenaient quelque chose de profondément important. Puis, la coffle se remit en route. Anna marchait, mais quelque chose en elle avait changé. Selon les témoignages recueillis plus tard, elle ne parla plus à ses enfants après la mort de Thomas. Le flot constant de paroles qui les avait accompagnés pendant des centaines de kilomètres s'était tari. Elle marchait en silence. Mais ses yeux ne quittaient jamais Samuel et Rebecca. Les 160 kilomètres jusqu'à Mobile furent parcourus en un silence presque total. La coffle avait perdu son caractère déjà sinistre pour devenir quelque chose de plus sombre encore. Les gardes eux-mêmes semblaient mal à l'aise. Pemberton poussait le rythme, comme s'il voulait en finir au plus vite. Le 1er avril, la coffle atteignit Mobile. Total parcouru depuis Richmond, environ 800 kilomètres. Durée, 66 jours. Anna avait survécu. Contre toute probabilité médicale, contre toute logique humaine, elle était arrivée vivante. Mais ce qui l'attendait à Mobile allait se révéler être le dernier acte d'une tragédie qui n'était pas encore terminée. Mobile, au printemps 1837, était une ville en pleine expansion. Le coton affluait des plantations de l'intérieur, transitant par son port avant d'être expédié vers la Nouvelle-Orléans puis l'Europe. Avec le coton venait l'argent. Et avec l'argent venait la demande pour des esclaves. Le marché aux esclaves de Mobile se tenait sur Royal Street, dans un bâtiment de briques rouges qui existe encore aujourd'hui, transformé en musée. C'est là que Pemberton conduisit ce qui restait de sa coffle le 2 avril. Laurence Beaumont, le marchand qui avait passé accord pour Anna, attendait. Il examina sa marchandise avec le regard d'un expert. Ce qu'il vit ne devait pas le satisfaire. Anna était à peine reconnaissable par rapport à la femme qui avait quitté Richmond 66 jours plus tôt. Le collier avait créé des dommages permanents. Les infections étaient visibles. Elle avait perdu près d'1/3 de son poids. Ses mains tremblaient constamment. Elle pouvait à peine se tenir debout. Selon le registre des transactions de Beaumont, retrouvé dans les archives du comté de Mobile en 1968, il exigea une réduction du prix convenu. Pemberton refusa. Un différend commercial s'ensuivit. Pendant ce temps, Anna fut emmenée dans une cellule du marché aux esclaves où les marchandises étaient préparées pour la vente. Une esclave plus âgée, chargée de laver et préparer les nouveaux arrivants, laissa un témoignage extraordinaire de cette rencontre. Son nom était Mabel, et en 1890, à l'âge de 75 ans, elle raconta son histoire à un journaliste du Mobile Register qui enquêtait sur l'histoire locale. La femme au collier arriva un mardi. Je me souviens parce que le mardi était le jour où on préparait les esclaves pour les enchères du vendredi. On m'a dit de la nettoyer, de panser ses plaies, de la rendre présentable. Quand j'ai vu le collier, j'ai cru qu'elle était une criminelle, qu'elle avait tenté de s'enfuir, peut-être tuer quelqu'un. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Elle m'a regardé et a dit « J'ai eu des enfants.
Je n'ai pas compris tout de suite, puis elle m'a expliqué. Elle m'a raconté la marche, les 800 kilomètres avec le collier, son fils mort en route, ses 2 autres enfants qui allaient être vendus séparément d'elle. Je lui ai demandé comment elle avait pu survivre à tout ça. Elle m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je n'ai pas survécu. Je suis morte le jour où ils ont mis cette chaîne autour de mon cou. Ce que vous voyez devant vous, ce n'est pas une femme vivante. C'est un témoignage ambulant. Et ce témoignage doit être entendu. J'ai essayé de retirer le collier pour nettoyer ses plaies. Elle m'a arrêté. « Ne l'enlevez pas », a-t-elle dit. « Laissez-le, que tout le monde voit. » Je lui ai expliqué que M. Beaumont voulait qu'elle soit présentable pour la vente, que le collier faisait peur aux acheteurs, qu'elle se vendrait mieux sans. Elle a secoué la tête. « Je ne veux pas être vendue mieux. Je veux que les gens voient ce qu'ils ont fait. Je veux que mes enfants voient que leur mère ne s'est jamais rendue, même quand elle aurait dû mourir. » Ses enfants. Elle m'a demandé où ils étaient. Je lui ai dit qu'ils avaient été emmenés dans une autre partie du bâtiment, préparés pour être vendus séparément. Elle s'est effondrée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle s'est effondrée. Elle est tombée à genoux et s'est mise à pleurer. Mais même ses larmes étaient étranges, silencieuses, comme si elle avait oublié comment pleurer normalement. « Je dois les voir », disait-elle. « Je dois leur parler une dernière fois. » Je lui ai expliqué que c'était impossible, les règles étaient claires. Les esclaves destinés à être vendus séparément ne devaient pas avoir de contact. Cela rendait la séparation plus difficile, provoquait des scènes, baissait la valeur marchande. Anna m'a regardé, et ce qu'il y avait dans ses yeux à ce moment, c'était de la pure détermination. « Alors je vais faire en sorte qu'il sache que je suis là », a-t-elle dit. Cette nuit-là, Anna a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait au marché aux esclaves de Mobile. Elle s'est mise à chanter. Pas fort, juste assez pour être entendue dans tout le bâtiment. La même chanson qu'elle avait chantée à Augusta. Dans cette langue que personne ne comprenait. Les gardes sont venus lui dire de se taire. Elle a continué. Ils l'ont menacée du fouet. Elle a continué. Finalement, Beaumont lui-même est descendu. Il était furieux. Il a ordonné qu'on la bâillonne. Mais avant qu'il ne puisse le faire, on a entendu une réponse. De l'autre côté du bâtiment, 2 voix d'enfants. Samuel et Rebecca chantaient la même chanson. Ils avaient appris les mots. Pendant 800 kilomètres, ils avaient écouté leur mère, et ils avaient appris. Le bâtiment entier s'est tu. Tous les esclaves, tous les gardes, tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Pendant peut-être 5 minutes, le seul son était cette chanson. Une mère et ses enfants, séparés par des murs et des chaînes, mais unis par cette mélodie. Beaumont a finalement ordonné qu'on fasse taire les enfants aussi. Les chants se sont arrêtés. Mais quelque chose avait changé dans le bâtiment. Les autres esclaves regardaient Anna différemment, avec respect, avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Le lendemain matin, Beaumont prit une décision. Anna ne serait pas vendue aux enchères publiques. Elle était trop problématique. Au lieu de cela, elle serait vendue en privé à un acheteur spécifique que Beaumont connaissait. Un homme qui cherchait des domestiques pour sa maison de la Nouvelle-Orléans et qui ne posait pas trop de questions sur l'état des esclaves qu'il achetait. Et le nom de cet acheteur apparaît dans les registres de transactions. Armand Devreux, riche marchand créole de la Nouvelle-Orléans. Le prix payé, $180. Une somme dérisoire comparée aux $1000 que Beaumont avait initialement prévus. Samuel et Rebecca furent vendus aux enchères publiques le vendredi 3 avril. Samuel fut acheté par un planteur de coton du Mississippi pour $350. Rebecca fut achetée par une famille de Mobile pour $280, destinée au travail domestique. Les 3 ventes furent enregistrées dans des registres différents. Aucun lien officiel ne les connectait. Pour les autorités, pour l'histoire officielle, ces 3 personnes n'avaient aucun rapport entre elles. Juste 3 esclaves parmi des milliers vendus cette année-là. Mais avant que Anna ne quitte Mobile pour la Nouvelle-Orléans,
avant que Samuel ne parte pour le Mississippi, avant que Rebecca ne soit emmenée dans sa nouvelle maison, quelque chose se produisit. Quelque chose qui ne devait jamais être su, mais qui fut néanmoins documenté par un témoin improbable. Un jeune clerc travaillant pour Beaumont, un garçon de 15 ans nommé David Pritchard, neveu du docteur de Montgomery, devait des années plus tard écrire ses mémoires. Dans ses mémoires, publiés de manière confidentielle en 1895 et retrouvés dans une bibliothèque privée en 1963, il décrivit une scène dont il fut témoin le 4 avril 1837, juste avant l'aube. On m'avait envoyé au marché très tôt ce matin-là pour préparer les papiers de transfert. En arrivant, j'ai entendu des voix venant de la cour arrière. Je me suis approché et j'ai vu une scène qui reste gravée dans ma mémoire avec une clarté parfaite. Hannah, la femme au collier, se tenait debout près du mur. Devant elle, enchaînée mais autorisée à s'approcher pour une raison que je n'ai jamais comprise, se tenaient ses deux enfants. Un garde était présent mais il regardait ailleurs, comme s'il voulait leur donner un moment d'intimité. Hannah parlait à ses enfants, pas à voix basse, clairement, distinctement, comme si elle voulait que ces mots soient gravés dans leur mémoire pour toujours. Elle leur disait « Vous allez vous souvenir de moi ». Pas comme quelqu'un qui a souffert, pas comme quelqu'un qui a été brisé. Vous allez vous souvenir de moi comme quelqu'un qui a marché 800 kilomètres avec une chaîne autour du cou et qui n'est jamais tombé, qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais cessé de vous aimer. Elle leur disait, un jour vous serez libre. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais vous serez libre. Et quand ce jour viendra, vous raconterez cette histoire. Vous direz ce qui nous est arrivé. Vous direz mon nom, Hannah, et vous direz que j'ai marché 800 kilomètres pour que vous sachiez ce qu'est l'amour d'une mère. Elle leur disait, ne me cherchez pas, ne tentez pas de me retrouver, vivez, survivez, apprenez, grandissez et racontez, c'est tout ce que je demande, que vous racontiez. Puis elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a posé ses mains sur le collier de fer autour de son cou, et elle a dit, regardez bien ce collier, souvenez-vous de lui, parce que ce collier, c'est leur honte, pas la mienne. Chaque marque qu'il a laissée sur ma peau est une accusation contre eux, et ces accusations ne s'effaceront jamais, même quand je serai morte, même quand vous serez vieux. Ces accusations resteront. Elle les a embrassés, une fois chacun. Puis elle s'est détournée et est rentrée dans le bâtiment. Elle ne s'est pas retournée. Même quand les enfants ont commencé à pleurer, même quand ils ont appelé « maman ». Elle a continué à marcher, le dos droit malgré le poids du collier, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité du bâtiment. Le garde a emmené les enfants. Ils pleuraient toujours. Mais même dans leurs larmes, il y avait quelque chose de différent. Pas du désespoir. Quelque chose de plus fort, quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Je suis resté là, dans cette cour, pendant de longues minutes. Je me suis demandé ce que je venais de voir. Ce n'était pas une simple séparation. C'était un sacrement, une transmission. Hannah ne disait pas adieu à ses enfants. Elle leur transmettait une mission. Des années plus tard, quand la guerre vint et que l'esclavage fut aboli, je me suis souvent demandé si ces enfants avaient survécu, s'ils s'étaient souvenus, s'ils avaient raconté. Je ne l'ai jamais su, mais j'espère qu'ils l'ont fait. Parce que si une histoire mérite d'être racontée, c'est bien celle d'une mère qui a marché 800 kilomètres avec une chaîne autour du cou et qui n'a jamais cessé d'aimer. L'histoire de Hannah aurait pu s'arrêter là. Une femme vendue à la Nouvelle-Orléans. 2 enfants dispersés dans le sud, une famille détruite parmi des milliers d'autres. Une tragédie ordinaire dans un système construit sur la tragédie. Mais l'histoire de Hannah ne s'arrêta pas là. Elle continua, de manières inattendues, de manière qui suggère que sa prophétie à ses enfants ne fut pas vaine. Les registres de la maison d'Evreux à la Nouvelle-Orléans montrent qu'une esclave nommée Hannah y travailla de 1837 à 1842. Les notes indiquent qu'elle portait des cicatrices inhabituelles au cou,
et qu'elle était silencieuse mais travailleuse. Rien de plus. Pas de détails sur ce qui lui arriva ensuite. Les registres s'arrêtent simplement en 1842. Mais en 1881, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un article parut dans le New Orleans Tribune, un journal afro-américain fondé après la guerre. L'article racontait l'histoire d'une femme nommée Rebecca Caldwell Johnson, qui affirmait être la fille d'une esclave qui avait marché 800 kilomètres avec une chaîne autour du cou. Rebecca, qui avait alors 51 ans et vivait à Chicago, où elle travaillait comme enseignante, racontait l'histoire de sa mère. Elle décrivait la marche depuis la Virginie. Elle décrivait le collier. Elle décrivait la mort de son frère Thomas. Elle décrivait les derniers mots que sa mère lui avait dits à Mobile. L'article précisait que Rebecca cherchait son frère Samuel, dont elle avait perdu la trace après la vente de Mobile. Elle demandait à quiconque ayant des informations de la contacter. 3 mois plus tard, un autre article parut, cette fois, dans le Chicago Defender. Samuel avait été retrouvé. Il vivait à Detroit, travaillait comme charpentier et avait une famille. Frères et sœurs s'étaient réunis pour la première fois depuis 44 ans. Le Chicago Defender publia leur témoignage. 2 récits séparés de la même marche. 2 mémoires qui se confirmaient mutuellement dans les moindres détails. Samuel se souvenait de chaque kilomètre. Rebecca se souvenait de chaque mot que leur mère avait prononcé. Ensemble, ils écrivirent un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé. Ce compte-rendu fut publié sous forme de brochure en 1882 sous le titre « Le témoignage des enfants d'Anna, une histoire vraie de l'esclavage américain ». La brochure ne connut qu'un succès modeste. Quelques milliers d'exemplaires furent vendus, principalement dans les communautés afro-américaines du Nord. Mais elle établit un fait crucial. L'histoire de Anna n'était pas une légende. C'était un événement documenté, attesté par des témoins multiples, corroboré par des archives. Samuel et Rebecca consacrèrent le reste de leur vie à raconter l'histoire de leur mère. Ils parlèrent dans des églises, des écoles, des rassemblements. Ils expliquèrent que leur mère n'avait pas simplement survécu à l'esclavage. Elle l'avait défié. Pas par la violence, pas par la fuite, mais par quelque chose de plus puissant, le refus absolu d'être brisée. Rebecca écrivit dans une lettre datée de 1888. « Ma mère savait qu'elle ne pourrait pas nous sauver, mais elle savait qu'elle pouvait nous montrer comment ne jamais abandonner notre humanité. Chaque pas qu'elle faisait avec ce collier était une leçon. Chaque mot qu'elle nous disait était une semence qu'elle plantait pour l'avenir. Elle savait que nous nous souviendrions, et nous nous sommes souvenus. Mais qu'arriva-t-il à Anna elle-même ? Les registres de la Nouvelle-Orléans s'arrêtent en 1842. Aucune trace de sa mort, aucune trace de sa vente à quelqu'un d'autre. Juste rien. Cette absence de trace devint elle-même source de spéculation. Certains historiens suggèrent qu'elle mourut en 1842 et que sa mort ne fut simplement jamais enregistrée, comme c'était courant pour les esclaves. D'autres suggèrent qu'elle fut vendue à nouveau, ses traces se perdant dans le dédale des transactions esclavagistes. Mais il existe une troisième possibilité. Une possibilité suggérée par un document extraordinaire découvert en 1987 dans les archives d'une église catholique de la Nouvelle-Orléans. Le document est un registre de baptême effectué entre 1840 et 1850. Parmi les noms apparaît celui d'une Anna, femme libre de couleur, anciennement esclave, baptisée le 15 août 1843. Une femme libre, pas une esclave, libre. Comment ? Les registres ne l'expliquent pas, mais il existe des précédents. Des esclaves qui achetaient leur liberté, des esclaves libérés par testament, des esclaves qui s'échappaient et se faisaient passer pour libres dans une grande ville comme la Nouvelle-Orléans, où les questions n'étaient pas toujours posées. Est-ce la même Anna ? Impossible de le savoir avec certitude, le nom était courant. Les cicatrices au cou ne sont pas mentionnées. Il n'y a aucune preuve directe, mais Rebecca et Samuel crurent que oui. Quand ils découvrirent ce document en 1889,
Ils en furent convaincus. Leur mère avait survécu. Elle avait gagné sa liberté. Et elle avait vécu assez longtemps pour savoir que l'esclavage avait été aboli. Vrai ou faux, cette croyance leur apporta une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Samuel mourut en 1895, à l'âge de 67 ans. Rebecca mourut en 1903, à 73 ans. Tous deux furent enterrés avec une copie de la brochure qu'ils avaient écrite sur leur mère. Leurs descendants continuèrent à raconter l'histoire, de génération en génération. L'histoire de Hannah, la femme qui marcha 800 kilomètres avec une chaîne autour du cou et qui refusa de laisser ses enfants oublier ce que cela signifiait d'être humain face à l'inhumanité. En 1920, un historien nommé Carter Woodson, fondateur de l'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire afro-américaine, entreprit de vérifier l'histoire. Il retrouva les documents, les registres de plantation, les témoignages de témoins, les lettres, les journaux intimes, tout concordait. L'histoire était vraie. Woodson écrivit « Dans toute l'histoire de l'esclavage américain, il existe peu d'histoires aussi puissantes que celle de Hannah. Non parce qu'elle était unique dans sa souffrance. Hélas, des milliers de mères ont enduré des séparations tout aussi cruelles, mais parce qu'elle a transformé sa souffrance en témoignage. Elle a compris que son corps était un document vivant, que chaque cicatrice était une accusation, que chaque pas était une preuve. Et elle a fait en sorte que ses enfants deviennent les gardiens de cette preuve. En 1928, une petite pierre tombale fut érigée dans le cimetière de la Nouvelle-Orléans, où la Hannah, femme libre de couleur, avait supposément été enterrée. La pierre porte une inscription simple. Hannah morte vers 1843. Mère, témoin, survivante. Elle a marché pour que nous nous souvenions. Est-ce vraiment sa tombe? Personne ne le sait. Mais chaque année, des descendants de Samuel et Rebecca viennent y déposer des fleurs. Et chaque année, ils racontent l'histoire à leurs enfants. L'histoire d'une femme qui refusa d'être brisée. L'histoire d'une mère qui transforma la chaîne qui devait la détruire en symbole de résistance. L'histoire de 800 kilomètres marchés avec 8 kilos de fer autour du cou. Chaque pas une accusation, chaque souffle une victoire. Cette histoire n'est pas enseignée dans les écoles. Elle n'apparaît pas dans les manuels d'histoire. Pendant plus d'un siècle, elle fut connue seulement dans les communautés afro-américaines qui préservaient ses mémoires comme des trésors sacrés. Mais elle est vraie. Chaque détail peut être vérifié. Les registres existent. Les témoignages ont été préservés. Les preuves sont là pour quiconque veut les chercher. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que tout cela s'est vraiment passé? Est-ce qu'une femme a vraiment marché 800 kilomètres avec une chaîne autour du cou? Est-ce que l'amour d'une mère peut vraiment transcender une telle cruauté? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage cette histoire. Abonne-toi pour plus de récits que l'Amérique a refusé d'enseigner. Parce que Hannah ne marcha pas seulement pour ses enfants. Elle marcha pour que nous tous, des générations plus tard, nous nous souvenions. Et nous devons nous souvenir. Son nom était Hannah. Elle marcha 800 kilomètres et elle ne tomba jamais. N'oublie jamais son nom.